L'histoire s'ouvre sur un champ de bataille, où notre protagoniste, Yeok Musan, couvert de sang, se souvient d'une conversation avec son jeune frère, Taeo. Taeo s'est inquiété d'apprendre que l'Alliance Murim avait convoqué Yeok Musan pour la guerre, craignant les dangers et les décès potentiels d'une telle mission. Il supplia son frère de décliner l'appel, en insistant sur les graves risques encourus. Pour rassurer son jeune frère, Yeok Musan lui assura qu'il ne confierait pas de tâches importantes à quelqu'un d'inexpérimenté, comme un paysan. On lui confie plutôt le rôle de gardien, moins périlleux. Il promit solennellement de revenir sain et sauf et exhorta Taeo à rester courageux jusqu'à ce qu'il revienne sain et sauf. Taeo s'esclaffe et accepte de l'attendre courageusement. Cependant, alors que Yeok Musan se tient au milieu du champ de bataille, il regrette d'avoir fait cette promesse car il semble de plus en plus improbable qu'il revienne vivant. La zone est jonchée de corps sans vie, et une figure royale se tient immobile. Il s'agit du chef de l'Union des démons et de l'empereur de la paume du sang tyrannique. Au cours de leur conversation, le chef des démons raconte un événement survenu il y a plusieurs décennies, lorsqu'il a éradiqué le Shaolin du Sud dans le Fujian. À sa grande surprise, il n'y avait plus aucune trace de leur existence. Au cours de cette mission, il a découvert une boîte en bois d'apparence insignifiante qui a éveillé sa curiosité. Bien qu'il ait déchaîné sa puissante technique de la vague sanglante sur la boîte, celle-ci est restée intacte, ne montrant aucun signe de dommage. Depuis, cet objet incassable est impossible à ouvrir l'intrigue. Le chef des démons est surpris par les extraordinaires capacités de suspension du QI de Yeok Musan. Il devient agressif et attaque Yeok Musan, le piégeant dans sa puissante technique de vague sanglante. Mais Yeok Musan résiste aux assauts incessants et trouve un moment de répit dans les attaques. Voyant le talent martial et l'esprit de Yeok Musan, le vieillard lui propose une alliance, lui promettant d'abondantes récompenses et privilèges s'il se joint à lui. Cependant, un refus entraînerait des conséquences désastreuses et la destruction. Il exhorte Yeok Musan à faire un choix judicieux. Malgré ses graves blessures, Yeok Musan proclame sa loyauté inébranlable envers son maître et rejette l'offre, affirmant qu'il ne trahirait jamais son maître, même s'il devait affronter la mort. Impressionné, l'homme le jette de côté. Puis, d'un geste brusque et rapide, il utilise sa main nue pour poignarder le garçon, exprimant ainsi son mépris d'avoir été rejeté. Musan perd connaissance, mais à son réveil, il se retrouve dans un lieu inconnu, complètement guéri et restauré. Une lumière radieuse apparaît, accompagnée d'une voix déclarant que Musan est le bénéficiaire choisi d'une bénédiction divine. La voix lui assure qu'il héritera de toute la puissance mystique de la mystérieuse lumière. Au même moment, l'énigmatique boîte en bois se met à briller et enveloppe le corps de Musan de son aura lumineuse. Intrigué, l'homme tente de saisir la boîte, mais celle-ci résiste à son emprise et gravite irrésistiblement vers le corps de Musan. De façon surprenante, la boîte s'assimile entièrement au corps de Musan. La bataille féroce s'intensifie au fil des ans, avec des montagnes de cadavres et des rivières de sang. De façon inattendue, le chef de l'Union des démons, le plus puissant sous le ciel et la terre, est assassiné, laissant planer le doute et l'incertitude dans tout le Murim. L'identité de l'assassin mystérieux reste cachée. L'Union des démons se disperse et l'Alliance Murim déclare la fin de la guerre. 2 ans après la fin de la guerre, à l'Académie martiale du Tigre Dragon de Yangzhou, dans la province du Gansu, le capitaine Dong Gukmyeon, du groupe d'exécution, frappe 2 disciples, Jun Taeo et son aîné Won Young, en les accusant de ne pas avoir payé 5 lingots d'or. En réalité, les disciples ont déjà payé, mais le capitaine et ses acolytes ont détourné les fonds et continuent de les attaquer pour obtenir plus d'argent. Le capitaine exige que Taeo soit démis de ses fonctions, mais Taeo résiste. Lorsque le disciple le plus âgé, Won Young, tente d'intervenir, il est frappé au visage. Les délinquants suivent les ordres du capitaine et font tomber Taeo, prévoyant de lui trancher la main. Won Young demande 2 ou 3 jours pour effectuer le paiement et offre même sa propre main à la place de celle de Taeo, mais le peintre refuse catégoriquement. Il ordonne aux cohortes de frapper la main de Taeo de manière décisive. Alors que la cohorte tente de couper la main de Taeo et l'avertit de ne pas bouger, une petite flèche brise la dague du bourreau, ce qui les surprend. Musan s'avance, prétendant être le frère aîné des disciples. Son apparition inattendue intrigue les autres,
qui réagissent avec joie. Le pink interroge son camarade sur l'identité du garçon, et ce dernier informe le capitaine qu'il y a 7 ans, lors de la grande guerre entre le bien et le mal, le plus âgé des disciples a disparu. Selon les rumeurs, il était censé être mort en combattant avec l'Alliance Murim, mais il semble qu'il ait survécu. Il s'excuse auprès de son frère pour son retard et lui demande s'il a été blessé quelque part. Cependant, Wonyong le corrige, déclarant que c'est lui qui a été blessé. Tous deux sont surpris et ont du mal à croire qu'il s'agit d'un maître martial, le considérant comme un simple disciple d'une académie martiale de campagne, même si elle est alliée à l'Alliance Murim. Il les réprimande en disant que non seulement ils se sont introduits dans l'académie martiale sacrée, mais qu'ils ont aussi osé blesser le plus jeune des disciples. Son corps émet des étincelles et il les avertit qu'il ne les laissera pas repartir indemnes. Malgré son avertissement, l'un des délinquants lance un assaut brutal, mais ils sont stupéfaits de voir qu'ils manquent tous leur cible. Muzan riposte avec des pouvoirs apparemment magiques, les maîtrisant sans effort et sans même bouger un muscle. Tout le monde est surpris par ses incroyables compétences et pouvoirs, les jugeant impossibles. Il confronte ensuite le capitaine des délinquants et affirme qu'il pourrait les tuer instantanément, mais qu'il ne veut pas commettre de meurtre dans un lieu aussi sacré. Il leur propose de les épargner, mais pas gratuitement, et pour se venger de leurs actes, il coupe rapidement le bras du capitaine d'un simple mouvement de la main. Après l'altercation, Muzan s'inquiète de l'état de son jeune frère en examinant ses yeux et en exprimant son soulagement qu'il n'ait pas subi de blessures graves, mais Wonyong lui rappelle que c'est lui qui a été blessé. Le lendemain, Muzan rend visite à Jung Ji-won, le chef de Dragon Tiger, pour évaluer son état. À sa grande surprise, il découvre que le maître a subi des blessures internes, ce qui indique que l'auteur du crime doit être un guerrier de premier rang hautement qualifié. Lorsqu'il sort de la pièce, le troisième disciple, Yang Seokjin, les larmes aux yeux, se précipite à sa rencontre. Muzan le salue chaleureusement et se demande pourquoi il pleure alors que leur aîné est de retour. Seokjin hésite, mais finit par révéler que le quatrième disciple, Taryung, est devenu un guerrier d'escorte afin de gagner de l'argent pour le traitement de leur père. Cependant, ils ont perdu le contact avec lui il y a 6 mois, et malgré leurs efforts pour le retrouver, il n'y a aucune trace de son passage. Muzan réfléchit aux 7 longues années qui se sont écoulées depuis son dernier retour au pays et se sent frustré par la présence d'usuriers qui sèment le trouble dans leur académie martiale sacrée et par la vue de leur maître souffrant de blessures internes, ce qui est trop difficile à supporter pour lui. Cependant, à l'annonce de la disparition de leur quatrième frère, une colère ardente le consume. Les autres disciples sont terrifiés car il exige férocement de savoir ce qui s'est passé dans le monde pendant son absence. Il lui révèle qu'il y a 3 ans, un étranger s'est présenté à leur académie et a demandé avec insistance au maître un match d'entraînement, bien qu'il ait essuyé de nombreux refus. Cet homme a ensuite commencé à se battre avec des disciples ordinaires et à semer le chaos non seulement dans leur académie, mais aussi dans d'autres académies d'arts martiaux. Il a tué le directeur de l'académie martiale des 5 dragons et paralysé le directeur de l'académie martiale de Gazu, ce qui a entraîné sa fermeture. Au fur et à mesure que d'autres académies fermaient leurs portes, la région tombait sous le contrôle de vauriens qui commençaient à s'immiscer dans les affaires de leur académie. Pour obtenir des médicaments pour leur maître, ils ont dû emprunter de l'argent et sont malheureusement tombés entre les mains d'une filiale de la faction du demi-fantôme. Le disciple principal commence à relier les points et se rend compte d'un sinistre schéma, un vagabond cible les académies martiales de la faction orthodoxe en prétendant chercher un match d'entraînement. Ensuite, des crapules soutenus par la faction non orthodoxe viennent leur offrir de l'argent, ce qui indique un plan plus vaste visant à dévorer le pays de Yangzhou. Déterminé à protéger l'académie de l'ingérence de la faction peu orthodoxe, le disciple principal ordonne à ses condisciples de ne tolérer aucune ingérence dans l'académie martiale du Tigre du Dragon. Au quartier général de la faction du demi-fantôme, le chef Ban Gi reproche à Geukmyeon, un membre du groupe d'exécution, de ne pas avoir réussi à obtenir les fonds escomptés et d'avoir terni leur réputation. Geukmyeon s'excuse humblement pour ses manquements et révèle que le problème a été causé par le premier disciple de l'académie martiale du Tigre du Dragon. Ban Gi est surpris d'entendre le nom de l'académie, qui lui rappelle un assassin qui le terrifie. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre la situation, les disciples entrent brusquement en scène, surprenant tout le monde. Muzan affiche un sourire confiant et Ban Gi le reconnaît avec effroi.
Muzan brandit sa lame, rappelant à Ban Gi l'avertissement qu'il lui avait donné il y a 10 ans de ne plus jamais mettre les pieds dans le pays de Yangzhou. Alors que les délinquants se préparent à attaquer, Muzan exhorte ses camarades à profiter du spectacle et à tirer des leçons de l'expérience, ce qui suscite la peur parmi les disciples. Cependant, le personnage principal Vincent peine les délinquants grâce à des mouvements rapides et précis, laissant ses camarades consternés par l'étalage de ses compétences impitoyables. De son côté, Geukmyeon est soulagé de n'avoir perdu qu'un bras, compte tenu de la brutalité de l'affrontement. Il ordonne avec assurance aux voyous restants de lui faire face, mais le chef, tremblant de peur, leur ordonne de reculer. Le protagoniste s'avance, reconnaissant qu'ils ne se sont pas vus depuis 10 ans et notant que Muzan est redevenu plus fort. Il rappelle au chef ce qui s'est passé il y a 10 ans, l'humiliation et la peur qu'il lui a inspiré ce jour-là. Le chef s'agenouille brusquement et s'excuse pour tout, laissant tout le monde autour d'eux stupéfait et déconcerté. Malgré son désir initial de castrer le chef, Muzan s'adoucit un peu lorsqu'il le voit s'agenouiller devant ses subordonnés. Il propose au chef deux choix, endurer la bastonnade ou devenir eunuque. Effrayé, le chef opte pour la bastonnade. Muzan laisse le visage du chef Ban Gi gravement meurtri après l'avoir battu. Il présente ensuite au chef une déclaration à signer, indiquant qu'il doit restituer les 150 lingots d'or injustement pris à l'Académie martiale du Tigre du Dragon. Le chef proteste, affirmant qu'ils n'ont pris que 20 lingots, mais Muzan lui tape sur la tête et insiste pour porter la somme à 300, compte tenu de l'ampleur du harcèlement qu'ils ont infligé aux disciples de son académie. D'un ton autoritaire, Muzan ordonne au chef Ban Gi de récupérer l'argent, mais l'homme insiste pour vérifier d'abord leur fonds. Muzan le menace en serrant le poing, soulignant ainsi son autorité et sa détermination. Plus tard, les disciples expriment leur admiration pour Muzan, reconnaissant sa prouesse d'avoir vaincu 30 adversaires à lui tout seul. Ils minimisent son exploit, déclarant que même s'ils avaient une supériorité numérique, ils n'étaient même pas des guerriers de troisième ordre, et qu'il y a des individus bien plus forts dans le monde Murim. Lorsqu'il remarque l'expression troublée de Wonyoung, il lui demande ce qui le préoccupe. Wonyoung s'inquiète du fait que la faction des demi-fantômes est soutenue par un important groupe non orthodoxe appelé le Grete-Hui Gang, et que leurs actions pourraient avoir de graves conséquences. Muzan les rassure en affirmant qu'il a un plan. Il déclare que si les ennemis qui le menacent sont puissants, il doit devenir encore plus fort qu'eux. Les disciples expriment rapidement leur admiration pour sa force, mais se demandent comment il peut les gérer seul, surtout s'ils sont confrontés à des centaines de maîtres martiaux. Il précise qu'il ne s'agit pas que de lui et procède à une séance d'entraînement avec ses camarades. Il leur fait soulever un énorme rocher et, assis dessus, leur explique que la survie de leur académie dépend de leur capacité collective. Il insiste sur l'importance de les rendre capables de défendre l'académie en son absence et les incite à poursuivre leur entraînement rigoureux. Pendant la séance d'entraînement au sabre, il affirme qu'ils doivent acquérir de l'expérience en combattant, car s'entraîner seul ne leur permettra pas d'améliorer leurs compétences aussi rapidement. Il lance le combat pour leur apprendre l'utilisation pratique des armes et développer leur instinct de combattant, car le manque d'expérience pratique peut entraîner une certaine rigidité dans leurs mouvements. Il leur ordonne ensuite de passer à la séance d'entraînement suivante, mais les garçons sont complètement épuisés. Il leur jette un regard menaçant et introduit une nouvelle règle, celui qui arrive en retard devra faire un tour supplémentaire. À la fin de la séance d'entraînement intense, il prétend qu'il s'agissait d'un entraînement léger, mais les garçons sont complètement vidés et tombent inconscients d'épuisement. Le plus jeune disciple lui demande s'il a toujours été aussi fort, et Wonyoung explique qu'il était réputé pour sa force dans la ville, mais qu'il est devenu encore plus puissant aujourd'hui. Il se souvient d'une fois, il y a 10 ans, où Muzan a combattu et vaincu 20 épéistes à lui tout seul, mais a subi de graves blessures et était au bord de la mort. Il trouve la force actuelle de Muzan extraordinaire et se demande s'il a appris de nouvelles techniques puisqu'il n'a même pas transpiré pendant l'entraînement. Plus tard, Muzan médite sur le maître de l'académie et ses puissantes compétences. Il sait que la blessure interne du maître n'est pas trop profonde, mais qu'elle persiste depuis longtemps, causant des dommages à ses organes internes. Imaginant les soins sincères des disciples, il pense qu'ils ont aidé le maître à survivre, mais celui-ci a maintenant atteint ses limites. Muzan met tout son QI dans la méditation, ce qui permet d'expulser les caillots de sang du corps du maître.
Il prévoit d'injecter soigneusement le QI dans les méridiens du maître, mais soudain, le QI de l'homme commence à s'opposer trop vigoureusement, ce qui lui fait perdre le contrôle. Muzan riposte avec plus de puissance pour aider le maître à cracher plus de caillots de sang et soumet de force son QI intérieur pour débloquer les méridiens. Ses efforts portent leurs fruits et le maître reprend conscience, ce qui le soulage. Muzan s'incline immédiatement pour saluer le maître et s'excuse d'être rentré en retard. Le maître, Jiwon, essuie ses larmes et exprime sa gratitude pour son retour sain et sauf. Pendant ce temps, le commandant local, Shizam, informe Myungguban, le chef de la salle externe du Great Taewi Gang, que la faction Half Ghost a été cambriolée. Myung s'enquiert du statut de l'Académie du Tigre Dragon, et Shizam révèle qu'ils ne peuvent pas traiter ouvertement avec l'Académie en raison de son affiliation à l'Alliance Murim. Il décide d'en faire un duel martial pour sauver les apparences. Shizam soupçonne le disciple principal, Muzan, d'être revenu et d'être celui qui a battu les 30 membres de la faction des demi-fantômes. Myung est surpris d'entendre cela et ordonne à Shizam de déployer le capitaine des démons de fer, Gok Shijol, pour défier Muzan dans un duel martial et le vaincre. Myung ordonne également à la faction fantôme d'éradiquer l'académie martiale du Tigre Dragon après s'être occupé de Muzan. Le lendemain, les disciples attaquent et réussissent à maîtriser les vauriens de la région. Le chef des vauriens, blessé, les avertit des conséquences de leurs actes et leur demande s'ils savent qui soutient Muzan. Muzan ordonne sévèrement au chef blessé de transmettre un message au nom de l'Académie martiale du Tigre Dragon, le pays de Yangzhou est sous leur juridiction et toute interférence avec eux aura des conséquences désastreuses. La rumeur de la défaite des vauriens se répand rapidement, et les gens discutent de l'incident, choqués que l'Académie, avec seulement 5 maîtres martiaux, ait pu vaincre un groupe d'au moins 50 vauriens. Il est révélé que l'Académie a dédommagé toutes les victimes pour l'argent extorqué par les scélérats. Excités, l'un reproche à l'autre d'avoir mis si longtemps à communiquer cette information importante et se précipite à l'Académie, car il a lui aussi été victime de l'extorsion des vauriens. L'autre personne se sent soulagée, croyant que la paix revient dans son pays. Plus tard, toutes les victimes se rassemblent devant l'Académie pour demander une compensation pour leurs pertes. Les tentatives des disciples pour calmer la foule en colère s'avèrent vaines, car leur agitation ne cesse de croître. Muzan arrive et leur demande humblement de se calmer, surprenant les disciples qui s'étonnent que tout le monde ait entendu clairement ces paroles calmes malgré le bruit. Muzan reconnaît les souffrances endurées par la population en raison des actions malveillantes des délinquants, qui ont perturbé leurs activités et leurs moyens de subsistance. Il compatit avec les personnes accablées de lourdes dettes en raison des menaces qui pèsent sur elles et se déclare déterminé à faire en sorte qu'elles ne souffrent plus jamais à cause de ces individus malveillants. Il s'engage à sauvegarder Yangzhou et à lui rendre sa tranquillité d'antan. Les habitants sont profondément touchés par sa promesse, et leurs cœurs se remplissent de gratitude et d'espoir renouvelé pour un avenir meilleur. Muzan leur demande d'oublier leur chagrin et d'écouter les disciples qui travaillent dur et qui essaieront de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Un homme âgé s'avance pour exprimer son apparente gratitude, mais il devient clair que sa véritable intention est d'être le premier à recevoir l'argent promis par Muzan. Un autre homme demande s'il s'agit bien de l'Académie du Tigre Dragon, ce que confirme le disciple le plus âgé, qui s'enquiert de l'identité de l'étranger. L'étranger se présente comme un vagabond de passage et révèle qu'il est venu défier le disciple principal de l'Académie du Tigre du Dragon, dont la rumeur circule beaucoup. Son arrivée surprend les disciples, et Taeo se demande s'il n'est pas celui qui a blessé leur maître. Muzan ne s'attendait pas à être défié si peu de temps après avoir eu affaire à 2 groupes de vauriens. Il invite l'étranger, Gok Shijol, désigné par le Grand Taewi Gang, à entrer dans la cour de l'Académie pour le duel martial. La foule attend avec impatience le combat qui s'annonce. Le vagabond sous-estime l'Académie, qu'il considère comme une simple académie martiale de campagne, et ne voit pas pourquoi il s'y aventurait. Muzan se présente comme le disciple principal, et Gok Shijol se présente comme le challenger désigné par le Grand Taewi Gang. Muzan ordonne au second disciple, Yang, de relever le défi, ce qui le terrifie. Gok lui rappelle qu'il défie le chef des disciples pour s'entraîner, mais Yang tente de justifier comment un chef des disciples d'une académie renommée peut accepter le défi d'un simple vagabond. Mais sa réponse ne fait qu'attiser la colère de l'étranger, qui hurle contre Yang pour avoir osé le rabaisser.
Muzan s'interroge sur sa propre identité, se demandant s'il est vraiment assez important ou compétent pour exiger l'attention de l'étranger. Gok, exprimant sa frustration en serrant les dents, admet à contre-séure qu'il est un vagabond, et son regard menaçant terrifie le disciple. Muzan les convoque sur la scène pour commencer le duel. L'homme bondit pour lancer un puissant assaut, mais le disciple l'esquive heureusement. Il se moque de Gok et lui jette un regard vigilant, ce qui met les disciples mal à l'aise. Taeo s'inquiète de la force de l'adversaire et se demande si le troisième disciple sera capable de l'affronter seul. Muzan lui demande s'il veut abandonner, mais le disciple refuse fermement, affirmant qu'il peut relever le défi. Muzan le motive et lui demande d'utiliser ses capacités d'entraînement. Le vagabond s'élance férocement pour attaquer, mais le garçon esquive habilement toutes ses tentatives. Il est perplexe devant la capacité du disciple à parer toutes ses attaques et se rend compte qu'il est bien supérieur à un guerrier de troisième ordre. Fort de cette constatation, Gok décide de le démanteler complètement, ce qui provoque l'appréhension du disciple qui sent le danger. Sentant le malaise du disciple, Muzan intervient et lui transmet des techniques pour éviter l'attaque féroce qui s'annonce. Le disciple suit son conseil et esquive facilement l'assaut, surprenant tout le monde par son geste extraordinaire. Il a du mal à croire qu'il a réussi à couper l'ourlet d'un guerrier hautement qualifié, et il réalise peu à peu que son succès est uniquement dû au conseil prodigué par son frère aîné, Muzan. Gok se met en colère et lance une nouvelle attaque, mais Muzan continue de guider le disciple. Celui-ci suit les instructions avec diligence et parvient à poignarder le guerrier de premier rang. Muzan s'avance et proclame que le combat est terminé. Gok, vaincu, s'insurge, se demandant quel genre d'astuce un simple disciple de l'académie a pu utiliser. En réponse, Muzan lui jette un regard menaçant et le projette au loin grâce à sa manœuvre magique, lui signifiant clairement qu'il ne doit pas mépriser son académie. Craignant pour sa vie, le guerrier vaincu s'agenouille précipitamment et demande grâce. Muzan l'épargne et lui demande de quitter son champ de vision. Le duel victorieux terminé, tout le monde célèbre son triomphe, se délectant de l'exploit remarquable du disciple.